Avez-vous déjà essayé de parler sans varier l'intensité de votre voix, sans varier le volume, sans contraste et sans relief? Tu restes là pendant que je vais chercher les flics. Alors promets-moi de pas bouger. Même si c'est comique à l'écran, dans la vraie vie, c'est plutôt chiant. Dans cette vidéo, nous allons aborder cet élément si important, les nuances. Les nuances servent à donner du relief. Elles sont indiquées par les termes italiens, pianissimo, piano, mezzo-piano, mezzo-forte, fortissimo, crescendo, diminuendo, etc. Tous ces termes indiquent le volume sonore que l'interprète veut utiliser. Ces termes sont apparus au XVIe siècle et au début étaient très peu employés, juste pour une indication très générale. Et même dans la musique baroque au XVIIe siècle, ces termes étaient assez peu utilisés. Pourtant, j'ai bien entendu un changement brutal de nuance ici. Si vous avez vu ma vidéo sur l'interprétation, vous vous rappelez du rôle de l'interprète pour remplir les blancs laissés par le compositeur. Et à l'époque baroque, il y en a beaucoup. Et même à l'époque classique. Sans parler de la musique encore plus ancienne que la musique baroque, médiévale, où même les notes étaient manquantes. Car il s'agissait d'une tradition orale qui a lentement migré vers une tradition écrite. Passant de ça à ça, pour aller jusqu'à ça. Au fil des siècles, la tradition orale s'est peu à peu perdue pour être remplacée par une tradition écrite. Et les compositeurs s'assuraient, avec leur notation, que leurs idées soient retransmises aussi fidèlement que possible. Bien sûr, on ne peut pas tout indiquer dans une partition. Mais disons qu'au début, les compositeurs comptaient davantage sur les interprètes pour effectuer la transition entre ce qui est écrit et ce qui est entendu. Sachant que même les cadences, c'est-à-dire les parties dans les concertos où le soliste était censé improviser, n'étaient pas écrites. Aujourd'hui, nous entendons toujours les mêmes cadences, celles écrites par les interprètes de l'époque qui voulaient immortaliser leurs solos. Parfois les interprètes à qui était dédié le concerto, mais pas toujours. Ces concertos ont donc plusieurs versions de leurs cadences. Pourtant, à la base, si ces cadences ne sont pas écrites, c'est qu'elles étaient censées représenter la personnalité de l'interprète, du soliste, avec sa singularité, son originalité. Elles étaient très attendues du public, qui se demandait ce qui allait être joué. Selon les qualités techniques de l'interprète, s'il était très bon en position aiguë, ou bien s'il faisait des belles harmoniques, ou s'il avait des très belles doubles cordes, c'est ça qu'il ajoutait dans sa cadence. Et donc ça changeait beaucoup d'une personne à l'autre. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde joue les mêmes cadences, qui sont très bien, mais qui ne correspondent pas forcément aux qualités uniques de chaque interprète. C'est encore le cas dans la musique jazz, qui est beaucoup plus nouvelle que la musique classique, où les interprètes jouent leurs propres solos dans les grands standards. Mais bon, peut-être qu'ils vont commencer à les écrire, et que finalement, toutes les prochaines générations de jazzman vont jouer les solos des grands interprètes de l'époque. Ce qui serait dommage, car en tout interprète sommeille un compositeur. Mais revenons à nos nuances. Et en l'absence d'indication de nuances par le compositeur, cela devient le rôle de l'interprète de remplir ces nuances. Car de jouer d'une même nuance toute la page, presque il n'y a qu'une indication, serait dommage. Et même si la nuance reste globalement la même, une gamme ascendante, on a tendance à faire un crescendo, c'est-à-dire chaque note plus forte que la précédente. Et le contraire pour un diminuendo. Donc vraiment, chaque note est de plus en plus forte pour aller vers la note aiguë, et après, le contraire pour aller vers la note grave. Tout ça, c'est très général, bien sûr, c'est pas toujours le cas, mais c'est disons, un défaut d'indication, surtout pour la musique baroque et classique, c'est un petit peu ce que font la plupart des interprètes. Et il est plus facile d'aborder un passage en sachant si l'énergie est ascendante ou descendante. Ça donne un sens à toute cette multitude de notes. Dans ma vidéo sur l'interprétation, je parlais de la nécessité de se procurer un manuscrit, une copie de manuscrit, pour s'assurer de ce que voulait le compositeur, car beaucoup d'éditeurs ont pris certaines libertés en retirant ou en ajoutant des éléments à la partition, ce qui finalement nous détourne du message original du compositeur.
Pour les sonates et partitas de Bach, je me suis acheté l'édition avec les manuscrits inclus. Ça me permet de m'assurer de la validité des notations. Par exemple, dans la gigue, il n'y a que 2 nuances indiquées, un piano et un forté, en 32 mesures. Donc Bach nous fait confiance déjà parce qu'il n'y a pas de nuance au tout début. Donc on ne sait pas si on commence piano, forté, et ça donne une infinité de possibilités, parce que selon ce que l'on débute, avec quelle nuance on débute, ça nous conduira vers autre chose. Et ensuite on aura un piano et un forté, et ensuite plus rien. Donc est-ce qu'on reste forté pour toute la seconde partie de la gigue? Probablement pas, même si on restera dans une nuance forte, on aura des variations au sein de cela. Par exemple dans la gigue, le passage... On peut faire différentes choses, par exemple commencer forté et ensuite faire piano. Finir doucement ou le contraire. Finir avec un forté. Donc il y a vraiment, avec une combinaison de tout ça, on peut faire d'abord forté, ensuite piano, rester piano, ensuite forté, faire un diminuendo, faire un crescendo, enfin on peut faire vraiment tout un tas de combinaisons possibles, rien qu'avec ces quelques mesures. Sans oublier que les nuances indiquent un caractère tout autant qu'un volume sonore. Une nuance forte sera souvent associée à une prise de parole confiante. Une nuance douce reflète davantage une attitude introvertie. Mais bien sûr, que l'on chuchote de près ou qu'on hurle de loin, le son sera toujours au même volume pour les auditeurs. Mais la nature du son sera différente. L'un rempli d'énergie et l'autre probablement plus apaisé, sauf si l'on chuchote avec passion. Bref, vous l'aurez compris, il y a une vaste palette de sonorités et de couleurs, selon l'interprète, selon l'imagination de l'interprète. Et c'est ce qui rend la musique si vivante. Alors c'est très bien de comprendre le rôle des nuances, mais comment les réaliser au violon ? Les nuances se concrétisent essentiellement au niveau de l'archet, en variant la vitesse, la pression et le point de contact et l'inclinaison de la mèche. Mais pas seulement, parce que la main gauche également, le vibrato. Un vibrato intense, rapide et large, par exemple, va beaucoup intensifier la sonorité. Par rapport à... Dès que je rajoute le vibrato, d'un coup, ça augmente la propagation des ondes sonores. Donc c'est quelque chose d'important. Et puis également la corde sur laquelle on joue. Si on reste sur la corde La, par rapport à si on bascule sur la corde Mi, qui naturellement est plus brillante. Maintenant on peut très bien jouer piano sur la corde Mi. Bien sûr, mais disons que c'est la tendance de la corde Mi qui est plus brillante que la corde La. Chaque corde a sa nature et de bien prendre cela en compte permet de mieux doser les nuances. Maintenant, tout est possible. On peut jouer forté sur la corde Sol très haut, comme on peut jouer piano sur la corde Mi en corde à vide. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Et pour jouer dans les nuances fortes, on va privilégier le poids naturel du bras plutôt que la pression de l'index. Un son avec le poids naturel du bras projettera beaucoup plus. Qu'un son étouffé. Là, c'est moche et en plus, ça ne projettera pas parce que le son est étouffé. Donc c'est le contraire que si on libère le poids qui va directement dans la corde, ça permet de beaucoup plus projeter. Ce qui permet à la corde de rouler librement sous l'écrin parce que ça roule, c'est rond. Et donc de vibrer beaucoup plus naturellement et donc de résonner de la façon la plus optimale possible. Pour les nuances douces, on fera le contraire. On aura une faible vitesse d'archet, une faible pression, un point de contact plus proche de la touche et une mèche plus inclinée pour avoir un son beaucoup plus doux. Vraiment, on va essayer de chercher dans la... Maintenant, on va aussi essayer de trouver le bon placement d'archet. Parce que de jouer au talon, là où le poids est le plus... surtout le poids est au talon, vu qu'il y a toute la garniture, on aura un son beaucoup plus fort. C'est plus dur de jouer piano. Maintenant, c'est possible de jouer piano au talon. Comme c'est possible de jouer forté à la pointe. Mais disons que naturellement, l'archet est conçu de façon à ce que pour jouer piano, c'est plus dans la partie la plus légère de l'archet, et pour jouer forté, dans la partie la plus forte, la plus lourde.
C'est moins conçu, donc on peut aller contre la nature de l'archet, mais disons que naturellement, c'est mieux d'essayer de le respecter. Je ne peux pas tout couvrir dans ces vidéos qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Pour découvrir la partie immergée, rejoignez mes emails privés où chaque mercredi je partage avec vous mes meilleures idées. C'est le premier lien dans la description. Au-delà d'un niveau sonore, les nuances permettent de créer de la diversité, une palette de couleurs émotionnelles. Chaque nuance est une couleur différente. Une toile de peinture d'une seule couleur devra être exceptionnellement belle pour ne pas être ennuyeuse. Et souvent on remarque des nuances au sein d'une même ambiance. En musique, la nuance permet de concrétiser le caractère d'un passage, car en soi, forte, mezzo forte ne veut pas dire grand-chose. Un forte dans une symphonie de Gustav Mahler ne sera pas d'une même nature que dans une symphonie de Mozart. De même que le forte d'un soliste ne sera pas d'une même nature que le forte d'un toutiste. Tout est fonction du répertoire, de la salle et du rôle de l'interprète. Les nuances permettent donc de créer du contraste mais ne doivent pas être sorties de leur contexte. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y aura toujours une perte de la substance sonore entre le musicien et le public. Il s'agit donc de toujours exagérer le contraste entre les nuances pour compenser cette perte inévitable de la substance qui s'évapore dans l'atmosphère. Le mieux est de toujours jouer pour ceux du dernier rang et ceux qui sont le moins attentifs. Ainsi, tout le monde sera content, surtout ceux du premier rang. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Sur ce, je vous retrouve à la prochaine vidéo et surtout, ne cessez jamais de progresser.